la recette originale de Marc Vera, préparée par Denis Carrier. Donc du foie gras de canard qui vient du sud-ouest, de la maison Andignac. Voilà un beau lobe de foie gras. Ils sont beaux, ils sont un petit peu roses, ils sont fermes. J'en ai fait hier déjà. Et l'opération de dénervage, ça consiste à enlever les petits nerfs qui sont dans le foie gras. Il faut que je mette les lunettes. Désolé, mais c'est une opération de précision. Donc jusqu'à maintenant, je faisais des recettes plutôt savoyardes. Aujourd'hui, c'est une recette de produit qui n'est pas vraiment savoyard. Quoique, il y a des producteurs de foie gras en Savoie. Je sais qu'il y a une maison qui s'appelle, une dame qui s'appelait la Mère Beau, qui est dans la région de Thonon, par là-bas, qui élevait des volailles et qui faisait aussi du foie gras. Et donc voilà ce qu'on enlève, c'est les petits nerfs qui sont dans le foie gras. Et à cette époque un peu lointaine, mon papa avait un poulailler dans le jardin de l'Albert Ier et il allait chercher les poussines chez la Mère Beau. Je vois encore les poussines en liberté dans la voiture quand il allait les chercher. Bon, pour en revenir à mon foie gras du sud-ouest, donc l'objectif c'est d'enlever les petits nerfs qui sont à l'intérieur, parce que dans la terrine, si il y a des nerfs comme ça, quand on la coupe, ça défait les tranches. Et aussi l'autre chose, c'est que dans ces petits nerfs, il y a du sang qui reste un peu. En fait, le foie est innervé comme un foie humain ou d'une autre bête. Et il y a du sang, ça fait des petites taches rouges et après ça tache le foie gras et c'est moins joli. Donc c'est un travail de patience. Après on va assaisonner tout ça. On met du sel, du poivre, un peu d'alcool. Là j'ai un peu tout sur la table. Et bien mélanger. Alors dans certaines recettes on fait mariner. Moi maintenant je suis plus tellement partisan de mariner parce que le foie il s'oxyde un peu et je trouve que c'est quand il est frais et comme il est là qu'il est le meilleur. Donc moi je le fais pas mariner, je le dénerve, je l'assaisonne. On va vous faire voir après l'opération. On mélange bien, on met dans les terrines et on fait cuire. Et après, quand vous faites cuire, la graisse sort un peu parce qu'un foie gras c'est plein de graisse. Donc plus vous le faites cuire, plus la graisse se sépare de la matière du foie. Et après, vous avez une épaisseur de graisse qui se forme au-dessus du foie gras. Il m'est arrivé des fois de l'oublier, de le laisser trop longtemps au four. Et après, il y a trop de graisse et puis il n'y a plus beaucoup de foie gras. Donc il faut trouver la juste température de cuisson et le juste temps pour le laisser cuire au four pour qu'il soit bon avec juste un petit peu de graisse dessus, mais pas trop. Alors ces canards, le foie gras, je lisais un peu sur internet, vous trouverez ça aussi si vous voulez. En fait, ça existe depuis plus de 5000 ans. Et l'être humain était au début un chasseur, un cueilleur. Et quand il a commencé à se sédentariser, il a élevé des animaux. Et il s'est rendu compte que les palmipèdes, les oies, les canards, ou ces oiseaux-là avaient les cygnes, je crois, j'ai lu même cygnes, je ne sais pas s'ils mangeaient les cygnes. Ces oiseaux-là avaient un foie qui était très bon et qui à l'automne, était plus gros que d'habitude. Et en fait, ces oiseaux, les oies qui étaient des oiseaux migrateurs, avant de partir, ils s'engraissaient, un peu comme les bêtes qui vivent en montagne s'engraissent à l'automne. Ils s'engraissaient et le foie se développait, était beaucoup plus développé. Et en fait, ces oies, elles faisaient des réserves d'énergie pour leur voyage. Et c'est un peu comme ça qu'est né le foie gras, parce que donc ça c'était il y a très longtemps, c'était en Mésopotamie, en Égypte, dans des civilisations anciennes. Et les gens faut pas faire des trop gros morceaux non plus, parce qu'il faut qu'ils soient bien assaisonnés et que l'assaisonnement rentre bien dedans. Il ne faut pas le faire en tout petits bouts, mais pas des trop gros morceaux non plus. Donc pour revenir à l'histoire du foie gras, donc ces gens-là se sont rendus compte que les bêtes accumulaient du gras, et après ils les ont élevés
et ils les ont engraissés. Et après, on est arrivé, déjà dans les civilisations anciennes, sur des gravures ou des pierres gravées très anciennes, on voit déjà des scènes de gavage. Ils maîtrisaient déjà le gavage des oies et des canards. Donc à une époque, il y avait plus de foie gras d'oie, pas beaucoup de canards, et puis là maintenant on est plus sur du canard, pratiquement peu d'oies et beaucoup plus de canards. Bon, peut-être parce qu'ils sont plus faciles à élever, le goût est un peu plus accentué peut-être que l'oie. Moi j'en ai pas mangé beaucoup souvent du foie gras d'oie, mais maintenant on est, je pense, sur 90% de canards et 10% d'oies en moyenne sur les élevages français. Donc après, ces canards ou ces oies qui étaient élevés dans les civilisations anciennes, après c'est passé aux Grecs, ils ont dû se faire passer les méthodes, les Grecs, les Romains, et c'est arrivé en Europe de l'Est, qui était un peu plus près de ces civilisations-là, dans des pays comme la Roumanie, la Pologne, et c'est arrivé en France. C'est arrivé en France, et bon, pourquoi? C'est une tradition du Sud-Ouest et aussi de l'Alsace, parce qu'il y a pas mal de production de foie gras en Alsace aussi, peut-être parce que l'Alsace est plus proche des pays de l'Est. Et pourquoi c'est arrivé dans le Sud-Ouest? Peut-être parce qu'ils ont des conditions favorables pour élever les canards et les oies. Il faut un climat adéquat, il faut de l'eau, des étangs ou des choses comme ça. C'est peut-être pour ça que le foie gras est arrivé dans le Sud-Ouest. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, c'est une des spécialités du Sud-Ouest. Et que c'est, je pense, les meilleurs foie gras du monde qui viennent de cette région-là maintenant. Donc là, j'ai 1,5 kg de foie gras. 1,5 kg. Moi, ma recette était pour 1,3 kg, donc on pourra forcer un petit peu sur l'assaisonnement. On fait la tare avec ça aussi. Donc j'ai dit 14 g de sel. Voilà, là on a le sel. Donc on essaye déjà un peu de le répartir. On va peut-être pas tout mettre, on en remettra un peu quand on aura brassé. Après le poivre, on remet ça là, on refait la tare. Alors le poivre, c'est encore pire, parce que ça pèse pas lourd. Le poivre, on est à 3 g de poivre. Alors là, le moulin, il faut le tourner. Hein. Donc ça, c'est un super poivre. Un poivre que, quand j'étais restaurateur, j'ai un monsieur un jour qui m'avait envoyé un courrier ou un email, je sais plus, et pour me proposer du poivre de Madagascar. Donc c'est ce poivre-là. C'est ce poivre-là, il a un nom à coucher dehors, ça s'appelle du poivre Watsi Periphérie. Un poivre sauvage de Madagascar. Donc c'est bio, en plus, si c'est sauvage. Et donc là, on est à 2 grammes. C'est un poivre délicieux qui a un petit peu un goût fruité. Moi, des moments, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le cassis ou la groseille. Voilà, on en remet un petit peu là. Oh, puis je mets tout parce qu'après je vais mettre le liquide. Après, du muscat. Moi je suis fan du muscat de Baume de Venise du domaine des Bernardins, la famille Casto. C'est peut-être ce qui se fait de mieux, je pense. Alors là, c'est des centilitres, mais moi je les ai convertis en grammes, donc 4 centilitres en principe, à quelque chose près, ça fait 40 grammes. Tac, il y en a 42 grammes. Après ça fait 39, on ne sait plus trop. La balance elle bouge un peu. Allez, là on doit être bon. Donc ça on verse dessus, comme ça en même temps ça fait descendre les épices. Après, normalement c'est du cognac, mais là j'avais pas de cognac et j'avais un vieux mar du Jura. On avait ça la carte des vins au Bois-Prin, on n'en vendait pas souvent, donc il m'en reste une bouteille. Et j'ai dégusté ça avec ma femme et c'est bien aussi bon qu'un bon cognac. Et on va faire, ça ira très bien pour le foie gras. Donc une vieille eau de Videmar du Jura de Franche-Comté de la maison Jean-Marie Courbet. Il a au moins 20 ans, je pense. Hop, et voilà, 40 grammes aussi. Donc après sur ma recette, j'ai des épices Marie, mais j'en ai pas. Donc on va pas en mettre. Et j'ai de la noix de muscade. Et j'ai pas trouvé la noix de muscade. Par contre, j'ai trouvé une autre noix, je sais même plus comment elle s'appelle. J'y avais marqué, non, je me rappelle plus.
C'est différent de la muscade. On peut en mettre beaucoup parce que ça va, je sais plus comment, je n'arrive plus à retrouver le nom. C'est ça quand on vieillit. Voilà, on a à peu près tout. Alors, il faut bien brasser, recouper un peu les trop gros morceaux. Et après, on va remplir les terrines. On remplit les terrines, on les démarre dans un bain-marie. Et après, on les met au four. Au four, dans 35-40 minutes à 150 degrés. Voilà, il commence à être bien imbibé là. Ou alors peut-être 2 bocaux. Oh non, je pense qu'on peut faire 2 terrines. On va faire 2 terrines. Donc là, il faut bien tasser. Moi, je crois qu'on n'en mettra peut-être pas dans le bocal. Ça va peut-être tout aller dans les terrines. Une fois qu'on aura bien tassé. On va ramasser ça avec la maryse. On appelle ça une maryse dans toutes les cuisines, sauf peut-être dans les cuisines où la patronne s'appelle Maryse. Alors là, on appelle ça une raclette. C'est une anecdote. Je sais que Michel Rochdy, son épouse s'appelait Maryse. Et les histoires de cuisine, elles circulent d'une maison à l'autre avec les ouvriers qui circulent. Et on m'avait dit, ah bah chez Rochdy, on n'appelle pas ça une Maryse. Mais je les salue, c'était des amis de mon père. C'était un grand cuisinier qui a travaillé longtemps, qui a bien bossé et qui tenait une super maison, le Chabichou, à Courchevel. Et qui aimait bien la montagne aussi. Je sais qu'il passait à Chamonix. Souvent, les clients de Courchevel venaient à Chamonix quand on arrivait au mois de mars-avril pour faire du ski de rando. Certains partaient avec un guide pour faire Chamonix-Zermatt ou des courses comme ça. C'est des histoires aussi d'autrefois. Il y avait un guide qui s'appelait Dédé Simon à l'époque aussi, qui est décédé maintenant, mais c'était une vedette, Dédé Simon. Une vedette des Contamines, qui était un copain de mon père aussi, qui m'avait un petit peu aidé en montagne aussi au début que j'allais en montagne. Je me rappelle, j'avais fait l'arête Riant à l'Aiguille du Plan, et Dédé Simon était avec un client ou une cliente, et il nous surveillait du coin de l'œil pour voir si on ne faisait pas de bêtises. Voilà, notre foie gras, il est prêt. On va allumer le four. Nos terrines, on va mettre un papier d'alu dessus. Bon, l'alu, il a 2 côtés. Je pense que l'aluminium a tendance à se décomposer un petit peu avec la nourriture ou la chaleur. Je pense que de ce côté-là, il doit moins mettre le côté brillant contre le foie gras. Après, le Dauphiné, il y en a qui disent que c'est un bon journal pour allumer le feu. On va dire que c'est un bon journal aussi pour cuire le foie gras. Donc là, on met de l'eau chaude au fond. Mon four, il doit être peut-être bientôt à température, peut-être pas tout à fait. On va attendre un petit peu, on va pas le mettre tout de suite. Ça y est, ça c'est bon. Le journal, il sert déjà un peu, il empêche l'eau de trop se promener dans le plat. Et puis il empêche le plat qui va être dans le bain-marie, parce que des fois on a des plaques métalliques, et ce qui fait que ça chauffe trop par-dessous. Ça fait un tampon thermique un peu. Ça fait un petit peu un tampon thermique le journal. On met ça là-dedans. Hop. Bon, il est peut-être cuit mon foie gras là, faut pas l'oublier non plus. Hop, on arrête le four. On va le sortir. Et on va aller dehors. On va le sortir comme ça. Tac. Un petit peu. Et là, l'objectif, c'est de la refroidir. Donc ça, on y jette. Faudrait pas que ça fasse péter ma plaque. Voilà, on enlève ça pour que ça refroidisse. Donc là, on voit bien la petite couche de graisse. Donc on peut appuyer un peu dessus pour que la graisse se répartisse un peu partout. Maintenant, l'objectif, c'est de les refroidir. Un peu de neige autour. Et on va verser de l'eau froide.
L'objectif, c'est d'arrêter la cuisson. Et pourquoi il va être bon le foie gras? Parce qu'on l'a préparé face au Mont Blanc. C'est ça le petit plus de Chamonix. Tac. Donc on va couper comme ça. Hein. Voilà les résultats, ce que ça donne. La terrine de foie gras de canard. Denis Carrier. Ça a l'air pas mal, hein. Si c'est aussi bon que c'est beau, ça devrait être réussi. Bon, il sent bon déjà. On en prend déjà plein les naseaux. Ça sent un petit peu l'orange, ça sent un peu le foie gras, ça sent les épices. Quand déjà ça sent bon, c'est déjà à moitié gagné. C'est ce que je pense aussi, quelque chose pour, c'est vrai pour le pain. Je repense à Mickey qui fait du pain, qui est passionné par le pain, Mickey le cuisinier du Mont Blanc. Et un jour je l'ai vu dans une vidéo, et quand il coupe du pain, il le sent. Et c'est vrai qu'un bon pain, il sent bon. Et un pain qui sent rien, ou qui peut sentir mauvais, c'est quand même plus rare. Un pain qui sent rien, c'est que c'est quand même moins sympa. C'est pas mal. Je suis content de moi. Je sais encore faire. Ah si, c'est bon. Un vrai régal. Bon, j'ai pas eu le temps de faire les toasts et tout, mais c'est pas mal. Voilà, la recette du foie gras. Donc, que faut-il boire avec une terrine de foie gras ou une escalope de foie gras? Ça, c'est un sujet délicat, parce que le foie gras, déjà par son nom, ça, on le comprend, c'est un mets qui est gras, qui est riche. Et souvent, on conseille de boire un vin liquoreux avec un foie gras. C'est vrai que c'est un mets qui a besoin de quelque chose d'assez puissant, sinon il est étouffé par le foie gras. Donc les vins liquoreux vont très bien. Moi j'ai des affinités avec le Jurançon. Je trouve qu'en Jurançon, on trouve des vins merveilleux. Et il faut des liquoreux qui ne soient pas trop liquoreux et qui aient un peu d'acidité pour relever un peu le gras du foie gras. Donc moi j'y repartirais sur un Jurançon moelleux d'une petite année peut-être pour qu'il soit moins moelleux que dans une grande année. Et après j'ai fait des essais là, ces derniers jours, hier, avec une cuvée de Savoie, une cuvée quartz, c'est le top du domaine des Ardoisières. En 2012, c'est un vin délicieux, merveilleux. C'est un vin qui est fruité, qui sent le coin, mais qui reste sec et tendu. C'est un super vin. On a goûté ça aussi, c'est très bon. Mais ces deux vins conviennent peut-être pas vraiment avec le foie gras. Et sinon, je vous dis, l'idéal, c'est la règle un peu, c'est ce que tout le monde dit. C'est un vin liquoreux. Bah tiens, ce qu'on peut essayer, c'est le muscat. On va essayer le muscat. Une petite goutte de muscat avec le foie gras, ça devrait être top. En plus, c'est le vin que j'ai utilisé pour mettre dans la terrine. Donc je pense que ça doit faire un joli mariage. Moi j'adore ce vin. J'adore ce vin, c'est un régal. C'est fait partie des vins, comme je l'ai déjà dit. Les vins liquoreux sont des vins qu'on peut boire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À 3h du matin ou à 3h de l'après-midi, quand vous voulez, vous ouvrez ça et vous vous régalez. Et là, avec le foie gras, je pense que ça doit être pas mal. Bon, il ne faut pas trop en boire, parce que c'est un vin doux naturel, c'est-à-dire que c'est un vin muté, et c'est un vin qui fait quand même sûrement autour de 15-16 degrés. 15 degrés. Donc il ne faut pas en abuser, mais c'est un délice. Ouais, c'est super bon.